Nombreux sont les analystes qui ont parlé de l'éthique en psychanalyse. Lacan a même consacré un séminaire entier au sujet. J'aurais envie que vous nous en parliez d'une façon moins formelle, plus concrète peut-être. Oui, il est vrai qu'on parle beaucoup d'éthique depuis quelque temps. On invoque l'éthique en médecine, en politique, dans le sport et même dans le commerce. Alors qu'il y ait cette nécessité d'en parler nous montre bien que quelque chose ne va pas, qu'il y a des dérapages et qu'une remise en question est sans aucun doute indispensable. Après, pour ne pas se raconter d'histoire, il faut tout de même dire que l'éthique, c'est ce qui a remplacé la morale, mais seulement dans le vocabulaire. Je dis seulement dans le vocabulaire parce qu'il s'agit de toute façon toujours d'une question de bien ou de mal. Il s'agit toujours d'une question de normes. Voilà. Donc chasser la morale, elle revient sous un autre visage, celui de l'éthique. Et donc, il n'y aurait aucune raison pour que la psychanalyse échappe à une réflexion sur le sujet. D'autant plus que, comme vous l'avez bien souligné, le sujet en psychanalyse, contrairement à bien d'autres domaines, est traité depuis longtemps. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne crains pas de dire que l'éthique continue de se présenter à moi avec des certitudes et aussi avec des interrogations. Et déjà, un point important. Pour moi, l'éthique, ce n'est pas un état. C'est pas quelque chose de figé, une espèce de doxa dont les contours seraient une fois pour toutes définis. Je pense que c'est un processus. C'est quelque chose de dynamique. L'éthique, on tend vers elle, on s'efforce de l'atteindre. Et finalement, je dirais que on fait de son mieux. Ça signifie qu'on se trompe parfois ? Évidemment qu'on se trompe. L'analyste ou le thérapeute en général qui prétendrait ne jamais se tromper, ne jamais avoir commis d'erreur, serait un menteur. Ou alors, vous savez, une de ces statues de plâtre enfermées dans une posture censée le protéger de tout faux pas, une posture n'ayant rien de commun avec ce qui fait notre humanité. Comment un humain peut-il ne pas être faillible? Vous voyez, reconnaître qu'il nous arrive d'être faillible, c'est s'être dévêtu de cette armure de toute puissance endossée par tellement d'apprentis sorciers et qui fait croire que l'être parfait existerait. Eh bien non. Et c'est une très mauvaise leçon, à mon avis, à donner à un patient parce qu'on n'atteint jamais l'infaillibilité, on n'atteint jamais la perfection. Un idéal, c'est une quête, c'est quelque chose après quoi on court, sans jamais l'atteindre tout à fait. Vous vous êtes déjà trompé ? Oui. Oui, il m'est arrivé de commettre des erreurs, il m'est arrivé d'être trop impatient et de me tromper sur la structure d'un patient. Il m'est arrivé de négliger de m'interroger suffisamment sur mes transferts et de les laisser s'exprimer sans que mes contre-transferts prennent le pas sur eux. Je dirais que ce sont des erreurs qui doivent nous faire retourner en supervision. Et j'en profite pour dire que la supervision, c'est ce sur quoi beaucoup de thérapeutes, jeunes ou moins jeunes, font l'impasse, alors que ce devrait être la priorité, au moment même de recevoir son tout premier patient. L'objectif serait donc de se tromper moins souvent ? Je dirais d'être un peu moins faillible, voilà, d'être meilleur dans ce que l'on fait.
Meilleur, c'est-à-dire? Ben, si vous voulez, meilleur pour moi, ça signifie être dans notre cabinet toujours plus au clair avec ce que l'on fait, avec ce que l'on dit, parce que l'on est suffisamment au clair avec soi et avec son histoire. Je me souviens parfaitement que ce fut ma toute première demande lorsque je suis entré en analyse. J'avais dit, je voudrais entreprendre une analyse. Et l'analyste m'avait demandé pour quelle raison j'avais ce désir. Et j'ai répondu que c'était pour être meilleur dans ce que je faisais. Je crois que je m'étais déjà rendu compte que de nombreuses approches n'étaient finalement satisfaisantes dans leurs résultats que par l'apparence de leur issue positive. Seulement, lorsque vous voyez revenir les mêmes patients à quelques mois d'intervalle avec des symptômes baladeurs, hein, vous vous posez tout de même quelques questions. Où est le biais? Eh bien, il me semblait qu'une analyse pouvait m'éclairer sur le sujet. Entre autres buts, bien entendu. Hein. Si vous deviez définir l'éthique, qu'est-ce que vous en diriez? Et je dirais que ça n'est pas simplement une aspiration morale. C'est beaucoup plus que ça. C'est une évidence de la pratique. À savoir que la moindre défaillance éthique entraîne inévitablement une défaillance technique. Et qu'à ce moment-là, ce sont carrément les fondations même de l'analyse qui sont atteintes parce que c'est une effraction qui est commise envers le cadre. Voyez-vous, en psychanalyse, l'éthique gouverne la pratique. Mais gouverne au sens du gouvernail d'un navire, c'est-à-dire la pièce maîtresse qui donne à l'analyse son orientation, sa direction, son sens. Et donc, l'éthique, c'est une partie de la théorie psychanalytique. Qu'elle soit abîmée, et c'est l'ensemble de la théorie qui est touché. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie de la théorie? On trouve d'abord quelque chose de très ordinaire, hein, à savoir les règles de notre morale occidentale, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient pas en propre à la psychanalyse, mais que celle-ci incorpore naturellement une espèce de, allez, je vais oser, une espèce de décalogue biblique, voilà, qui régit les rapports entre un analyste et un analysant. Mais un décalogue qui sépare clairement le désir et sa mise en acte. Qu'il s'agisse de meurtre, d'adultère, ou peu importe, le désir peut parfaitement être présent à la pensée. Autrement dit, les transferts ont été mis en conscience. Cela ne signifie pas que le désir sera réalisé. Eh bien, c'est ça, pour moi, l'éthique que je qualifierais d'ordinaire. C'est celle qui découle d'une analyse personnelle suffisamment poussée pour que le futur analyste soit en capacité de mettre en œuvre ces contre-transferts. Voilà. Et sinon quoi? Sinon, c'est un danger public. Et il doit vite se retourner vers son superviseur. Bon, donc une morale non spécifique à la psychanalyse, une morale commune à chacun de nous et qui fait partie des évidences. Ensuite seulement, et sur ce socle initial, vient se poser le cadre éthique qui est propre à la psychanalyse. Et ce cadre-là, c'est la fameuse école de la liberté. C'est ce qui ouvre la voie à une plus grande liberté chez le patient, liberté de parole, liberté de dire, liberté d'expression, qui ouvre pour tout dire, parfois, à une possible transgression de la norme sociale. Quand vous regardez l'histoire des 60 dernières années, cette histoire a confronté la psychanalyse à des dilemmes très difficiles
dans de nombreux pays. Des dilemmes, par exemple dans le fait de respecter certaines prescriptions légales faites à la psychanalyse, ou encore dilemme dans le fait de recueillir en séance, en analyse, des propos clairement en opposition avec les normes du moment. Eh bien, vous voyez, tout ce qui peut faire effraction dans l'espace de la cure analytique rend l'analyse tout simplement impossible si l'analyste s'y soumet. Je pense à la règle fondamentale, la règle qui est la condition première rendant possible une analyse, à savoir la liberté de tout dire et le secret absolu concernant ce dire. C'est cette exigence qui fonde la relation analytique et qui fait du cabinet, j'ai envie de dire, une espèce d'ambassade étrangère. Voilà, qui n'est pas régie par la loi du pays et qui est caractérisée par une extraterritorialité indispensable. Bon, mais alors où la trouve-t-on, l'éthique ? Eh bien, à mon sens, on la trouve à la fois dans les moyens mis en œuvre dans la cure et dans le but à atteindre. Et quel est ce but ? Eh bien justement, l'acquisition d'une plus grande liberté dans la responsabilité, laquelle passe par la fameuse formule de Freud, là où est le ça, le moi doit advenir. Autrement dit, rendre consciente une part la plus vaste possible d'inconscient. Et le symptôme dans tout ça ? Le symptôme, nous le savons bien, c'est le surcroît, c'est le supplément. Je vous rappelle la comparaison de Freud entre l'analyse et la grossesse. Une femme ne peut pas engendrer une jambe ou un bras de bébé, elle engendre un bébé. Eh bien, de la même façon, l'analyste conduit la cure d'un sujet dans sa globalité. Il ne peut pas poursuivre la disparition d'un symptôme. En analyse, il n'y a pas de cœur de cible. Et donc, ça signifie que l'éthique se trouve dans la méthode elle-même. Les questions d'éthique sont là, présentes dès l'amorce d'une analyse. Par exemple ? Déjà, au fondement, l'assurance que l'analyse pourra conduire le patient à un état quand même plus favorable que l'état dans lequel il vient consulter. Mais comment le savoir à l'avance et comment en avoir l'assurance ? Eh bien là encore, et comme toujours, en nous appuyant sur le socle primaire et fondamental de la psychopathologie. C'est-à-dire être sûr que le cadre analytique sera en cohérence avec la structure du patient. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'analyste doit en quelque sorte s'effacer devant la méthode, faire confiance à la méthode et se contenter de favoriser simplement le bon déroulement des choses. L'analyste n'est pas là pour maîtriser quoi que ce soit. Il n'a pas à intervenir d'une façon trop présente. Vous savez, j'aime bien cette image-là de la boule de neige qu'on façonne et qu'on pose juste au sommet d'une montagne enneigée. Eh bien, le travail de l'analyste ne consiste pas à envoyer la boule de neige le plus loin possible. Il a juste à donner la petite pichenette qui permet à la boule de se mettre en mouvement. Et ensuite, tout ce qui suit est complètement naturel. Parce que chaque tour qu'elle fait sur elle-même fait s'enrober la boule de neige de davantage de neige, et elle devient donc plus grosse, et elle dévale donc plus rapidement la pente. Alors, bien sûr, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des résistances, mais le mouvement initial aura fait le plus gros du travail. Vous parlez de la méthode comme étant le moteur, mais quelle est la méthode ? Mais rien n'a changé. En tout cas pour ce qui me concerne, rien n'a changé. La méthode, c'est le cadre,
et c'est son contenu interprétatif fondé sur l'analyse du transfert. Point. Ce qui souligne, s'il le fallait, et il le faut encore et toujours, ce qui souligne l'importance de la formation, d'une part, d'une analyse personnelle suffisamment approfondie, d'autre part, et aussi d'une supervision le plus tôt possible après le début de l'exercice. Et tout ça aussi fait partie de la méthode. Et je dirais que c'est très exactement à cet endroit que nous retrouvons les fondamentaux de l'analyse. À savoir que pour qu'une analyse fonctionne, il faut que l'analyste soit un objet de projection, qu'il soit une surface réfléchissante, une surface non pas vierge, parce que ça c'est impossible, mais la plus vierge possible pour que le patient projette librement tout ce que son imaginaire va pouvoir créer, tout l'univers de son fantasme qui va pouvoir se déployer sur cette surface. Vous dites vierge, c'est impossible. Mais évidemment, c'est impossible parce que tout est support. N'importe quel élément de la personne de l'analyste et de son environnement dans son cabinet, n'importe quel élément sert de support au patient. Alors dire que l'analyste est un objet neutre, c'est une illusion. En tout cas, c'est ce vers quoi il doit tendre. Pourquoi c'est si important ? Mais parce que tout élément qui parlerait un peu trop au patient de l'intimité de l'analyste empêcherait le déploiement dans toute son amplitude du fantasme du patient. Imaginez tout simplement, imaginez un mur blanc, un mur tout blanc. C'est un merveilleux écran sur lequel je peux projeter tous les films que je me fais dans ma tête. Rien ne vient troubler la surface de l'écran. Bon, maintenant imaginez que sur ce mur blanc, je colle des post-it du genre acheter du beurre bio, les enfants finissent à 16h demain, prendre rendez-vous chez le cardiologue, etc., etc. Mais le patient va être obligé de lire et d'interpréter ce qu'il lit. Et donc, il va se faire une idée de la vie personnelle de l'analyste. Tiens, il mange bio. Ah, tiens, il a des enfants. Oh, il doit peut-être avoir des problèmes cardiaques. Et donc, tous ces éléments limitent, tous ces éléments réduisent la surface du champ projectif du patient. Ils influent sur le mécanisme réflexif. Là, vous parlez de l'intérieur du cabinet. Alors voilà, c'est maintenant qu'il faut bien séparer les choses. Parce que il y a d'une part effectivement l'intérieur du cabinet, c'est-à-dire un espace sur lequel l'analyste a évidemment la main. C'est lui qui décide de son contenu et de son organisation. Et puis il y a d'autre part la vie à l'extérieur du cabinet, les nécessités du quotidien, tout ce sur quoi l'individu analyste n'a pas de prise. On ne sait pas qui on va rencontrer à la sortie de l'école des enfants, ou au supermarché, ou à la plage, ou chez le médecin, etc., etc. Bon. Et il y a enfin, troisièmement, il y a derrière l'analyste le citoyen et sa place dans la société dans laquelle il vit. Donc, vous voyez trois situations bien différentes. On va commencer par le cabinet. Dans le cabinet, rien ne doit transparaître de la vie personnelle de l'analyste. Ce serait une entorse au cadre, ce serait une faute éthique, une faute très dommageable. S'il n'y a pas cette surface réfléchissante neutre, vierge, mise à la disposition du patient, l'analyse est biaisée. On ne peut plus parler d'analyse. Donner la possibilité d'identifier l'analyste à un homme ou à une femme mariée,
avec ou sans enfant, homo ou hétérosexuel, appartenant à telle confession religieuse, ayant tel penchant, aimant un peu trop les bonbons ou le whisky, etc., etc., etc. Tout ça modifie forcément la cure. Ça oriente la cure dans une direction qui influe sur l'étendue et sur le contenu du territoire réflexif du patient. Et alors je dirais que ce territoire se trouve d'un coup informé. Et ce serait forcément néfaste? Je répondrai à cette question plus précisément dans un petit moment. Retenons pour l'instant de ce que je viens de dire que c'est ce sur quoi l'analyste a la main, le contenu de son cabinet. Alors après, bien sûr, des événements, on va dire, bien involontaires, des accidents de la vie, peuvent s'imposer dans l'espace de la cure. Un jour, une analysante m'a dit qu'elle avait interrompu brutalement son analyse précédente parce qu'au retour de vacances, elle avait trouvé son analyste avec une jambe dans le plâtre. Et il lui était soudain apparu fragile, trop fragile, cet analyste, et donc dans l'incapacité de continuer à l'accompagner avec suffisamment de force, de solidité. Et bien voilà, le miroir était taché. Il était devenu inutilisable. Ce qui nous montre bien que tout élément de la personne de l'analyste et de son environnement, c'est un support qui sera forcément interprété par le patient. Il faut partir de ce principe de base, faisant partie du cadre, que tout élément personnel qui se trouve mis à la disposition du patient dans l'espace de la cure va lui permettre d'identifier quelque chose de la vie personnelle de l'analyste. Et ça va alors donner à la cure une autre orientation. Il y a des situations dans lesquelles il faudrait alors arrêter la cure. La question ne se pose pas. Il suffit de ne pas prêter le flanc à cette possibilité. L'analyste n'a pas, selon moi, à rendre visibles des éléments de sa vie personnelle. Voilà, notre sphère privée n'a pas sa place dans l'espace de la cure. Certains analystes pensent que pour limiter les erreurs, il suffit de ne rien laisser transparaître de soi, ni par la parole, ni par l'environnement. Oui, vous parlez des statues de plâtre que j'évoquais tout à l'heure. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'il existe toujours une part d'éléments suggestifs, même totalement involontaires de la part de l'analyste. Et ayez un cabinet au mur blanc et nu, complètement nu, des meubles dépourvus de tout objet. Cette nudité, cette virginité, cette absence de quelque chose auront forcément un impact sur le patient. Alors ajoutez-y un silence pesant et vous obtenez carrément une caricature du psychanalyste. Mais on peut discuter de l'inverse pendant des heures. Est-ce que l'analyste doit s'abstenir d'un après-rasage? Selon quels critères doit-il choisir ses vêtements? Quelle décoration pour son cabinet, etc. On peut effectivement en parler pendant des heures. On arrivera toujours au même résultat. C'est-à-dire que n'importe quel élément, absent ou présent, servira de support suggestif au patient. Et j'insiste, que ce soit par sa présence ou par son absence. Ça signifie qu'une part de l'analyste est toujours existante, visible aux yeux du patient, quoi que choisisse de faire l'analyste. C'est évident. C'est évident, je ne vais pas me priver de mon après-rasage, ni de boire du café, parce que les effluves de parfum ou de café seront perceptibles dans le cabinet. Je ne vais pas me priver de m'entourer d'objets ou de tableaux que j'aime. Alors oui, bien sûr, ils parleront de moi. Mais il appartient à l'analyste de poser la limite qui sépare des éléments, je dirais, naturels de la vie et des éléments relevant à l'évidence de sa sphère privée. Donc oui à des tableaux, par exemple, mais non au cadre de photos de famille.
Et donc je ne soutiendrai jamais ce qui risque de biaiser la cure dès le départ. C'est-à-dire Parler de soi, volontairement. Parler de soi, de sa vie, de ses expériences de vie, parler de son intimité, ou encore proposer un café et un biscuit aux patients. Mais bon, là, nous sommes sur des principes non négociables, c'est-à-dire des principes qui ont trait à l'espace de la cure. Et là, l'éthique s'impose. Il n'y a rien à négocier. Après, il y a l'extérieur du cabinet, la vie publique. Et là se posent d'autres questions. Parce que l'analyste est évidemment tributaire des hasards du quotidien. Je me souviens de ce jour où une analyste en supervision me dit qu'elle s'est retrouvée quelques jours plus tôt dans le hall d'un immeuble devant l'ascenseur en présence de l'un de ses patients. Et elle s'était sentie mais complètement démunie, ne sachant si elle pouvait prendre l'ascenseur en même temps que son patient. Elle a fini par prendre l'escalier, laissant le patient devant l'ascenseur. Et qu'aurait-elle dû faire selon vous ? Mais rien que de très normal. Avoir avec le patient le même comportement que dans son cabinet. On peut très bien se saluer, on peut très bien se dire bonjour, sans pour autant ajouter « tiens, c'est drôle de se retrouver ici » ou nous devons peut-être avoir des connaissances communes » ou je ne sais quoi encore. Mais il y a tout de même des situations moins banales que celles que vous évoquez. Le patient peut trouver son analyste dans la salle d'attente du cardiologue. Il peut le découvrir en famille, en maillot de bain sur la plage. Exactement. Et la question est la suivante. Étant donné que ce genre de situation risque de se produire dans la vie normale, quelles en seraient les conséquences dans la cure ? Parce que le miroir est brisé là. Hein. On sait désormais que l'analyste est marié et qu'il a des enfants, qu'il a peut-être des problèmes cardiaques, qu'il met un maillot de bain complètement ringard ou qu'il a du ventre, etc., etc. Et alors, est-ce qu'il faut en parler ? Qui doit en parler ? L'analyste, le patient ? Il faudrait en parler. Il faudrait que le patient en parle, pas l'analyste. Puisque pour l'analyste, il s'agit d'un moment de sa vie privée et il n'a pas à parler de sa vie privée. Le patient, en revanche, devrait avoir le courage de respecter la règle fondamentale et en parler. Et alors ? Et alors, par le jeu habituel des associations, l'analyste pourrait relancer le patient et lui demander ce qui s'est passé pour lui, comment il a vécu ce moment, qu'est-ce que ça a provoqué en lui, etc. Et l'analyse se poursuit, comme auparavant, ou peut-être différemment, comme si la route connaissait un virage. On ne peut pas prédire la suite. Elle se poursuit toujours ? Eh bien non, elle ne se poursuit pas toujours. Et pour deux raisons possibles. La première raison, c'est que l'image de l'analyste est brisée. Elle ne peut plus être investie comme si elle était vierge. Et donc, le transfert se trouve forcément modifié, parfois très profondément, et au point parfois que le patient met un terme à son analyse. La deuxième raison, c'est que l'analyste est aussi un citoyen. Est-ce que le citoyen a le droit d'exister en dehors de son cabinet ? Évidemment oui. Mais avec quelles conséquences ? Qui aurait imaginé, il y a 20 ans, qu'un analyste se présente au public à travers un site internet ? Qui aurait imaginé que certains analystes fassent le choix d'accompagner des patients en visioconférence ? Qui aurait imaginé qu'un analyste réponde à des interviews ou participe à des tables rondes sur des sujets d'actualité ? En quoi
En quoi cette visibilité influe-t-elle sur le déroulé de la cure? Est-ce qu'elle est nuisible à la cure par le fait qu'elle dévoile une partie de la vie de l'analyste? Eh bien, ce sont des questions à discuter. C'est un vrai sujet de réflexion. Et à la fois, pour moi, ce qui est aussi une évidence, c'est que la place du citoyen me semble devoir être revendiquée, sauf à amputer l'analyste d'une part de sa citoyenneté. Seulement, elle doit être revendiquée et elle doit bien évidemment exister en dehors du cabinet, pas dans le cabinet. Ça signifie donc qu'à certains moments, un patient a toujours la possibilité d'entendre l'interview de son analyste à la radio ou à la télé. Et donc, il en saura forcément quelque chose de ses choix, de ses convictions, de ses orientations, c'est ça? C'est sa place de citoyen. Et c'est un risque. Si le patient apporte en séance ce qu'il a entendu, que cela lui ait plu ou que cela l'ait choqué, eh bien, le cabinet, c'est bien le lieu pour le patient de s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'il a été séduit ou au contraire choqué. Il est aussi entré en analyse pour réfléchir à tout ça, ce qui le met en mouvement dans tel sens ou dans le sens contraire. D'où viennent ces mouvements? Quelle est leur histoire? Sont-ils libérateurs et autonomisants pour l'analysant? Ou sont-ils au contraire très limitants, réducteurs? En quoi est-ce qu'il leur est soumis? Toutes ces questions font partie du travail analytique. Qu'est-ce qui nous meut et comment ça nous meut? Mais le patient pourrait aussi claquer la porte. Absolument. Et c'est ce qu'il fait parfois. Et il en a le droit. Et il aura alors raté l'opportunité de comprendre quelque chose de ses passions immédiates, de remonter en amont de l'immédiateté, d'éclairer finalement les raisons de sa réaction aux propos de l'analyste citoyen. C'est son choix, c'est sa responsabilité, c'est finalement sa part de liberté. Et vous voyez, le sujet nous ramène encore et toujours à l'éthique, à cette éthique qui se trouve aux fondations même de la psychanalyse, la liberté de parole. La parole libre, c'est tout de même la base d'une analyse. Sans parole libre, sans liberté d'associer, il n'y a pas d'analyse. Même à l'extérieur du huis clos analytique, la psychanalyse a toujours été aux avant-postes des combats pour la liberté de dire. Ces combats, ce sont des combats politiques au sens premier, au sens le plus respectueux du mot, c'est-à-dire relatif à des valeurs fondamentales, relatif à un mode de vie en cohérence avec ces valeurs. Autrement dit, et comme je le rappelle souvent, le psychanalyste n'est pas seulement un alien enfermé dans le placard de son cabinet, c'est aussi un citoyen, et il se doit d'occuper cette place de citoyen, et à tous les échelons de sa société, c'est-à-dire son quartier, sa ville, les associations dont il fait partie, sa région, sa nation, une place qui fait de lui un acteur. Et comme tout acteur, eh bien, il est mu par une dynamique qui le confronte à des choix, à des décisions, à des orientations de vie qui le font peser avec plus ou moins de force et en toute responsabilité sur les paramètres qui façonnent sa vie. Et quand je dis en toute responsabilité, c'est bien sûr parce que cette éthique est aussi une éthique des conséquences de ses choix. Donc finalement, la question que vous posez en matière d'éthique, ce sont les conséquences possibles d'un trop grand dévoilement de la vie privée de l'analyste, c'est ça? Je poserai la question autrement. À savoir que depuis sa naissance, la psychanalyse n'a jamais été un bloc de marbre. Elle continue d'évoluer en permanence grâce à la réflexion des analystes, grâce à ce que nous apprend au quotidien notre clinique, et aussi évidemment parce qu'elle subit les mutations de nos sociétés. On sait que
dévoiler quelque chose de la vie privée de l'analyste agit nécessairement sur la surface neutre et réfléchissante qu'il doit être. Ça enlève au patient une partie de son imaginaire, ça réduit le territoire de son fantasme. Bref, c'est une intervention sur le contenu de son champ projectif. Mais on peut se demander légitimement si le plus important se trouve dans la virginité du territoire réflexif, ou bien s'il se trouve dans le mécanisme projectif lui-même, quelle que soit la surface, quelles que soient les modifications apportées au contenu de la surface. À partir du moment où l'analyste est toujours objet de projection, même si ça n'est plus dans la neutralité optimale, est-ce que cela génère un biais ou est-ce que le seul fait d'être objet de projection suffit à une poursuite efficace de la cure? Voilà, à mon sens, ce qui est à réfléchir. Et donc, si demain une cause qui vous est chère impliquait de vous lever? Eh bien, je me lèverai et je vivrai ma liberté de parole en tant que sujet citoyen, dans le respect de tous ceux qui se sont battus pour la liberté de parole. Et ce serait, oui, une nouvelle frontière pour les analysants. Rester en analyse, accompagné par moi, et s'interroger sur ce qui fait accord ou désaccord, ou bien demeurer prisonnier de leurs passions et de leurs motions inconscientes, et parfois partir.